Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité de ce samedi 4 juin 2022, dont voici les grands titres. Le directeur général de l'hôpital Roi Khaled continue de s'immiscer dans la gestion du fonds de mutualité et de pension des travailleurs. Le personnel s'insurge cette fois contre une réunion en assemblée générale récemment convoquée par l'un des proches du directeur général qui se réclame président de ce fonds de mutualité des travailleurs. Au sommaire également, le personnel d'appui de l'école technique secondaire de Kiremba Sud en province de Bururi dénonce la violation des clauses du contrat de travail les reliant avec la dite école. Et le gouvernement burundais met en garde toutes les écoles et universités accusées de non-respect de lois régissant leur cycle d'enseignement. Ces dernières courent le risque de fermer les portes dès l'année prochaine. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page politique. Une centaine de jeunes de la milice Imbonerakure de la zone Buterere en mairie de Bujumbura subissent une formation de maniement d'armes depuis lundi de cette semaine. Ils se rassemblent pendant la nuit au lycée islamique situé dans cette même zone. Les habitants de la localité s'inquiètent de ces formations et demandent qu'ils soient immédiatement suspendus. Suivez. C'est dans la commune Nahangwa, zone Buterere, quartier Buterere 2, tout précisément à l'école islamique, qu'un groupe des Imbonerakure se rassemble. La localité est très proche du quartier Mutakura. Ces rassemblements se font depuis maintenant une semaine. Les Imbonerakure sont tous de la zone Buterere. Ils arrivent à cette école à 20h. Les formations en maniement d'armes sont dispensées par Eric, le chef des Imbonerakure dans ce quartier, et Jean-Marie, leur chef au niveau de la commune Nahangwa. Oui, ces Imbonerakure en formation sont tous de la zone Buterere. La zone est composée de 9 quartiers. C'est à partir de 20h qu'ils commencent la formation. Ils apprennent à démonter et remonter les fusils. Certains portent des t-shirts aux couleurs militaires. Nous avons peur et nous demandons aux autorités d'arrêter ces formations. Ils arrivent à 20h et terminent à 23h. Dès 23h, alors 7h, ils commencent les patrouilles et ils frappent toutes les personnes qu'ils rencontrent sur leur passage. Pour rappel, de telles formations ont été signalées dans d'autres coins du pays. Et en page droits de l'homme, au moins 40 personnes ont été tuées durant le mois de mai dernier, selon le rapport mensuel de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITEC. Selon ce rapport, 31 cadavres de personnes tuées ont été retrouvés gisant dans la nature. Au cours de cette même période, la Ligue ITEC a recensé 6 enlèvements ainsi que 3 victimes de torture. Des membres de la milice Imbonerakure, des policiers, des agents du service national de renseignement, des militaires et des administratifs sont pointés du doigt comme étant des présumés auteurs de la plupart de ces violations des droits de l'homme, rapporte la Ligue ITEC. Je vous propose d'écouter Egide Havugiyaremye. Il est le chargé principal de la communication au sein de la Ligue ITEC. La Ligue burundaise des droits de l'homme ITEC vient de sortir son rapport mensuel de mai 2022. Ainsi, au cours de la période couverte par ce rapport, des allégations de violations et atteintes aux droits civils et politiques ont été enregistrées comme suit. Au moins 40 personnes ont été tuées, dont 31 retrouvés cadavres, 14 victimes de violences sexuelles et basées sur le genre, 6 personnes enlevées et ou portées disparues, 3 torturées et 5 personnes ont été arrêtées arbitrairement. Parmi les victimes enregistrées figurent 5 femmes et 5 mineurs tués, une femme enlevée et ou portée disparue, ainsi que 2 femmes torturées. Le phénomène de cadavres continue à se manifester dans plusieurs endroits du pays et pour la plupart des enquêtes n'ont pas été diligentées, ce qui est très inquiétant. Dans ce rapport, des questions liées à la justice, à la gouvernance, à la pandémie de la Covid-19 et aux faits sécuritaires
ont été rapportés. Des membres de la milice Imbonerakure, des policiers, des agents du service national de renseignement, des militaires et des administratifs sont pointés du doigt comme étant des présumés auteurs de la plupart de ces violations des droits humains observées. C'était Egide Havugiyaremye, le chargé principal de la communication au sein de la Ligue ITECA. Et en page de gouvernance, certains travailleurs de l'hôpital Roi Khaled s'insurgent contre une réunion en assemblée générale récemment convoquée par l'un d'entre eux qui se réclame président du fonds de mutualité et de pension des travailleurs. Vu que celui qui a convoqué cette réunion n'en avait pas les compétences, ces employés trouvent que cela rentre dans le processus amorcé par le responsable de cet hôpital et de limoger les organes en place pour les remplacer par ses proches. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Il répond au nom de Leonidas Ndayisenga qui se réclame président du comité directeur du fonds de mutualité et de pension des travailleurs de l'hôpital Roi Khaled, élu en date du 20 mai dernier sous l'instigation du docteur Kansara Sehara Kandi, directeur général du dit hôpital. Le nommé Leonidas Ndayisenga a convoqué ce vendredi une réunion en assemblée générale des membres du fonds pour mardi prochain, le 7 juin 2022. Toutefois, ces travailleurs du CHUK indiquent que cette personne n'en avait pas les compétences. En tant que travailleurs, nous avons été étonnés de voir le nommé Leonidas Ndayisenga convoquer cette réunion. En qualité de qui a-t-il convoqué les membres du fonds? Sur quelle loi se serait-il basé? Quand est-ce qu'il est devenu président du fonds? Nous trouvons que c'est la violation des lois qui continue, sous prétexte qu'il est soutenu par le directeur général. Même si le motif de la dite réunion n'a pas été communiqué dans cette note, certains employés pensent qu'elle viserait la remise et reprise entre les nouveaux organes sous la direction du nommé Leonidas Ndayisenga et le comité du fonds dirigé par Alice Nduwimana qui a été suspendu le 12 mai dernier par le directeur général de l'hôpital Roi Khaled. Dans l'entretemps, ce personnel indique qu'un autre document signé en date du 31 mai par les représentants de différents syndicats suscite des interrogations. Selon eux, les signataires dont Blaise Nzambimana, qui agit au nom du syndicat SINAPA, François-Xavier Nzojibwami pour le CNTS et Alexis Habarugira pour le SINAPS, ont déclaré que les élections du 20 mai ont été organisées sur leur demande via la direction générale de cette institution. Cependant, certains travailleurs indiquent que l'une des trois signatures a été imitée. Ce document des leaders syndicaux nous a également étonnés car il n'y a eu aucune autre réunion des membres pour recueillir leurs avis pour dire que ce qu'ils ont dit n'a aucune valeur. En plus, nous ne comprenons pas comment le nommé Alexis Habarugira a signé alors qu'il est en formation à Ngozi. Tout cela suscite des inquiétudes. Les informations en possession de la RPA font savoir que le comité du fonds de mutualité et de pension des travailleurs de l'hôpital Roi Khaled se serait déjà déclaré auprès des responsables de la banque CRDB au sein duquel est ouvert le compte du fonds des travailleurs du CHUK. Ces sources ajoutent que ce serait une stratégie visant à accéder au compte de ce fonds, ce que les responsables de cette banque auraient refusé. Contacté à ce sujet, Stanislas Sehara Kandi, directeur général du centre hospitalo-universitaire de Kamenge, a signifié à la RPA que c'est le nommé Leonidas Ndayisenga qui est reconnu comme président du fonds des travailleurs. Néanmoins, cette autorité n'a pas nié qu'il n'y a pas encore eu de remise et reprise entre les deux comités qui revendiquent la direction de ce fonds. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko, personnel d'appui de l'école technique secondaire de Kiremba Sud, en province de Bururi, dénonce la violation des clauses du contrat de travail relié avec la dite école. Pour ces travailleurs, leurs contrats sont violés dans les clauses qui concernent les soins de santé et différentes primes auxquelles ils ont droit de par leur contrat. Le point avec Eric Nyonzima. Ces travailleurs qui demandent le respect des clauses conclues entre eux et la direction de l'école technique secondaire de Kiremba Sud sont au nombre de 20 personnes. Ils sont en 3 catégories. Le premier groupe est composé des cuisiniers, le second des veilleurs et le dernier sont des travailleurs chargés de la propriété de l'école. Ils réclament entre autres les indemnités des soins de santé. Certains parmi nous ont plus de 15 ans et le moins ancien en 9 ans de service dans cette école. Depuis notre arrivée ici, nous ne bénéficions pas des indemnités de soins de santé alors que ça fait partie de nos droits selon les clauses du contrat avec l'école. Nous faisons un travail qui a beaucoup de risques.
Ces travailleurs d'Orites Kiremba font savoir que certains parmi eux sont gravement malades à cause du manque d'offres de santé, des problèmes souvent causés par leur travail. Nous faisons un travail très dur, ça nous fatigue beaucoup et parfois ça nous cause du handicap. On n'est pas capable de se payer les soins de santé suite à notre maigre salaire. Vous saurez que parmi nous, il y a ceux qui souffrent du foie, d'autres encore souffrent d'autres maladies graves. Mais l'école ne fait rien, alors que ça rentre dans ses responsabilités de faire soigner ces travailleurs selon le contrat. Les clauses entre ces travailleurs et l'école technique secondaire de Kiremba, que la rédaction de la RPA détient, montre dans l'article 9.b, je cite, les soins de santé, tels que définit l'article 15.n du Code du travail, sont dispensés aux travailleurs salariés, à son conjoint non salarié et à ses enfants de moins de 18 ans, selon les modalités prévues par les lois y relatives. Nous avons transmis nos problèmes au directeur et nous avons détaillé un à un tel qu'ils sont, mais ce dernier nous a répondu que celui qui ne peut pas travailler dans ces conditions, qu'il s'en aille. De tels propos pour une autorité qui était censée nous rétablir dans nos droits nous ont beaucoup choqués. Nous trouvons tout simplement qu'il a l'objectif de nous chasser du travail. À part des indemnités, des frais de santé, selon le contrat de travailleurs que nous détenons aussi à la RPA, ces travailleurs ont droit à la somme de 2000 francs comme indemnité aux heures supplémentaires. Mais selon ces travailleurs, ils n'en ont jamais bénéficié. La direction de l'école technique de Kiremba fait savoir qu'elle n'a aucun problème avec ces travailleurs et qu'elle respecte convenablement toutes les clauses du contrat avec ces travailleurs. Pour cette direction, s'il y a un travailleur qui est lésé, il peut aussi saisir les instances juridiques. Merci à toi aussi, Eric Eliondima. Après cette petite transition, nous parlons éducation. RPA. Toutes les écoles et universités accusées de non-respect des lois régissant leur cycle d'enseignement vont être sanctionnées dès l'année prochaine. Cela a été décidé par le Conseil des ministres qui a eu lieu en date du 1er juin dernier. Parmi les sanctions prévues figure la fermeture totale de ces établissements. Suivez plutôt Prosper Ntagwamiye, secrétaire porte-parole du gouvernement burundais. Les cas observés au niveau de l'enseignement fondamental et post-fondamental sont notamment l'ouverture des écoles sans autorisation, l'enrôlement des élèves à tous les niveaux alors que l'ordonnance d'ouverture prévoit seulement l'enrôlement dans les premières années, l'accueil des élèves au milieu de l'année sans autorisation. Tous ces trois cas sont fréquemment observés dans les écoles privées situées dans les centres urbains et surtout en mairie de Bujumbura. Au niveau de l'enseignement supérieur, il s'observe des irrégularités dans les institutions d'enseignement supérieur, notamment privées, en rapport avec le non-respect du cadre légal régissant l'enseignement supérieur. Les défis liés à la diplomation dans les institutions d'enseignement supérieur relèvent principalement du non-respect du cadre légal. À cet effet, il y a lieu de mentionner entre autres les défis suivants. Non-respect des conditions d'accès à l'enseignement supérieur, ouverture des programmes de formation et organisation des enseignements sans une ordonnance ministérielle d'autorisation d'ouverture, diplomation sans avoir l'ordonnance d'agrément des programmes, non-respect de la réglementation sur l'organisation de la gouvernance administrative et académique. Enfin, insuffisance des moyens financiers. Après échange et débat, les observations et recommandations suivantes ont été formulées. Pour les établissements fondamentaux et post-fondamentaux, appliquer les mesures suivantes. Fermer à partir de l'année scolaire 2022-2023 tous les établissements ayant ouvert les portes sans autorisation. Sanctionner les établissements ayant commis des fautes conformément au texte en vigueur. Revoir l'ordonnance interdisant l'enrôlement des élèves à tous les niveaux alors que l'établissement est régulier et présente des capacités d'accueil suffisantes. Identifier au niveau des services de l'État ceux qui sont derrière cette situation et les sanctionner. Pour les établissements d'enseignement supérieur, les mesures suivantes sont prises, notamment pour les lauréats de l'enseignement technique qui n'avaient pas droit au test national et qui ont commencé leurs études universitaires après l'entrée en vigueur de la loi numéro 1/22 du 30 décembre 2011 portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi, leurs diplômes ne seront pas reconnus et devront passer l'examen d'État
pour recommencer l'université s'ils le veulent. Pour les étudiants non détenteurs de diplôme d'État qui ont suivi les programmes de niveau professionnel non autorisés ni agréés et ont été enrôlés à l'encontre du décret numéro 100/140 du 6 juin 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur professionnel médical et paramédical au Burundi, il faut leur octroyer le diplôme de technicien supérieur de niveau A1 par dérogation. Les établissements d'enseignement à divers niveaux responsables de ces illégalités doivent être poursuivis en justice. Toujours en page éducation, le refus de faire passer les examens de fin de cycle aux élèves réfugiés en Tanzanie s'inscrit dans le cadre du plan de découragement conjointement mis au point par Gitega et Kigoma et visant à rapatrier de force les réfugiés. Réaction de Frédéric Wambugnyumvira, homme politique, qui suit de près les questions des réfugiés. Il demande que les droits de ces enfants innocents soient protégés. Suivez plutôt Frédéric Wambugnyumvira. La question est sensible, elle est liée ou elle s'inscrit dans le cadre de cette politique justement de châtier, de menacer, de décourager ou de forcer à rentrer les Burundais qui ont trouvé refuge en Tanzanie. Et ça signifie que c'est un programme monté ensemble et par le gouvernement de la Tanzanie et par le gouvernement du Burundi. Le Burundi ne souhaiterait pas voir des Burundais dans des pays limitrophes ou ailleurs, parce que la présence des réfugiés dans d'autres pays signifie une accusation directe contre ce pouvoir. Je rappelle qu'on ne peut pas dire qu'il y a la paix au Burundi parce que ce sont les Burundais eux-mêmes qui apprécient qu'il y a la paix ou pas dans un pays donné, parce que on ne doit pas faire appel au retour des réfugiés. Malheureusement, aujourd'hui, le pouvoir de Bujumbura ne peut pas dire qu'il y a la paix parce que les exemples de l'absence de la paix sont nombreux. De deux, cette question concernant la passation des tests et à la fin des cycles, je crois que c'est une question très sensible parce que ce sont des enfants qui n'ont rien commis comme erreur et qui devraient être protégés partout où ils sont. L'UNICEF devrait intervenir parce qu'il s'agit de l'avenir des enfants. Le HCR devrait intervenir parce qu'il s'agit des réfugiés. Et l'État tanzanien, comme pays qui a offert le refuge à ces Burundais, la Tanzanie aussi doit quand même être sensible. Donc, je crois que empêcher que l'enfant passe des tests à des niveaux donnés, c'est pas moins criminel, parce que c'est condamner l'avenir de ces enfants, alors que ce sont des innocents. Pour les deux pouvoirs, ils ont traîné, ils dérangent de chercher à rester là-bas, parce que pour eux, ils devraient être rentrés depuis très longtemps. Mais c'est condamnable et inacceptable, à tel point qu'on ne peut pas tolérer que des enfants puissent continuer à être traités de la manière alors que ce sont des innocents. Frédéric Wambugnyumvira a réagi sur la situation des élèves réfugiés en Tanzanie qui viennent de passer 2 années scolaires sans passer les examens de fin de cycle de l'école fondamentale. Toujours au chapitre éducation, ils préfèrent se chercher d'autres activités qui puissent leur procurer de l'argent, quitte à compléter le prêt-bourse qui s'avère insignifiant devant la vie chère qui prévaut au pays. Ils sont les étudiants de l'université du Burundi. Pas mal de filles se lancent dans le vagabondage sexuel, alors que certains garçons se cherchent l'argent par différents moyens. La sentinelle, en l'occurrence, dans les sociétés de gardiennage. Le détail avec Daniel Claire et la trouve. La plupart des filles de l'université du Burundi décident de s'organiser autrement pour faire face à l'exigence de la vie. Cet étudiant fait savoir que le vagabondage sexuel en est une des options pour bon nombre de filles. La plupart des filles s'impliquent dans le vagabondage sexuel. C'est pour cela qu'elles tombent enceintes en grand nombre. L'on peut trouver des cas où des propriétaires des restaurants sont responsables des grossesses pour pas mal de filles. Un propriétaire d'un restaurant peut être responsable de plus de 6 cas de grossesse. Ce sont des cas très fréquents ces derniers jours. Tout ça, ce sont les conséquences de l'insuffisance de 60 000 francs par mois donnés comme pré-bourse. Comment cela est arrivé? C'est-à-dire, une étudiante se rend au restaurant pour manger à crédit, mais comme elle ne parvient pas à payer ses dettes, comme solution, le propriétaire de restaurant propose de coucher avec elle. Les besoins qui mettent des filles dans d'hôtels pièges sont innombrables selon cet étudiant. Le kit de dignité, la crème de beauté et j'en passe constituent autant d'autres besoins qui soumettent les filles à la tentation. La plupart s'en procurent après avoir couché avec quelqu'un. De nombreux cas de grossesse, c'est vraiment honte. Là, on ne parle pas d'habits. Elles gardent les mêmes presque tout le temps qu'elles passent au campus. Le pré-bourse ne suffit pas vraiment, mais elles n'ont pas d'autre choix. Et comble de malheur, très peu d'enfants des autorités fréquentent cette université. Donc, il n'y a personne pour se soucier des
problèmes de ces enfants ici de la basse classe. Les garçons ne sont pas épargnés par le problème du pré-bourse insignifiant. De leur côté, nombreux se font engager comme vigiles dans des sociétés de gardiennage. Comme conséquence pour les étudiants, ils sont obligés de chercher du travail. La majorité se font engager comme des vigiles, mais il est très pénible de faire ce travail et continuer à étudier normalement. Parfois, ils travaillent toute la nuit et vont se présenter dans les auditoires très épuisés et sonolents. Les informations en provenance des différents campus de l'Université du Burundi font savoir que si au moins la direction de l'Université du Burundi pouvait faire des enquêtes sur les cas des abandons et des grossesses non désirées, le gouvernement pourrait au moins se rendre compte de la gravité de la situation et prendre des mesures adéquates. On n'a pas encore pu joindre les autorités de cette université pour plus d'éclaircissements à ce propos. Merci à toi aussi, Daniel Claire. Il a tout on va. Après cette petite pause, nous parlons les nouvelles de la société. La population de la commune Nyanzarak en province de Makamba fait face à la famine. Dans certaines localités de cette commune, plusieurs personnes présentent déjà des symptômes de maladies liés à la malnutrition. Suivez plutôt cet habitant de la commune Nyanzarak. À vrai dire, l'existence de la famine est une réalité dans notre localité. Ce qui durcit davantage la situation, c'est que d'ailleurs, les pêcheurs ne trouvent plus rien dans le lac Tanganyika. Ils passent des nuits dans le lac, mais rentrent bredouilles. Ils peuvent rentrer sans même trouver le peu qu'ils peuvent manger à la maison. Ils sont obligés d'aller acheter les haricots ou les amarantes. Autre signe qui prouve l'existence de la famine, même les commerçants indiquent que la clientèle a trop chuté à cause de la pauvreté chez la population. Il y a également des gens qui présentent des signes de malnutrition comme l'amaigrissement et la couleur de leurs cheveux qui changent. Ils affirment en effet que ce sont les conséquences liées au manque de nourriture. De Makamba, Cap sur Ngozi, où l'on parle de grogne chez certains habitants de cette province au sujet de la distribution du sucre. À part qu'il soit devenu une denrée rare, sa distribution n'est pas équitable. Les membres du parti CNDD-FDD sont les prioritaires, du moins selon une partie de la population. À part qu'il soit devenu une denrée rare, sa distribution n'est pas équitable. Les membres du parti CNDD-FDD sont les plus prioritaires, du moins selon une partie de la population. Le détail avec Eloge Kwizera. En province Ngozi, la distribution du sucre est faite par un commerçant du nom de la JAB. Il est membre du parti CNDD-FDD. Selon la population sur place, dans la distribution de sucre, la JAB priorise les boutiquiers membres de la même formation politique que l'autre. Le favoritisme caractérise la distribution du sucre. Le mois passé, au marché d'Ongozi, un commerçant du nom de la JAB, membre influent du parti CNDD-FDD et dont le parti a chargé la distribution du sucre, Ngozi ne donne pas du sucre à ceux qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD. Les boutiquiers qui se font servir sont les seuls membres du parti CNDD-FDD du chef-lieu de la province Ngozi. Selon toujours ces habitants de la province Ngozi, à côté des prix exorbitants, les boutiquiers sélectionnent aussi les clients. Ils servent les membres du parti CNDD-FDD, comme le témoigne cet habitant de la ville d'Ongozi. Il n'y a pas de sucre partout en Ngozi. Le peu qui est disponible sporadiquement dans certains boutiquiers coûte entre 6 000 et 8 000 francs par kilo. Mais là aussi, il y a des critères pour que l'on ait la chance d'être servi. Les boutiquiers favorisent également les membres du parti au pouvoir. Ces habitants du chef-lieu de la province Ngozi demandent que le sucre soit distribué équitablement pour tous les habitants de la ville d'Ongozi. Nous n'avons pas pu joindre Emmanuel Nachonsanze, gouverneur de la province Ngozi, pour donner des éclaircissements sur la distribution du sucre. C'est le moment de la deuxième partie de cette édition consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui nous parle des expropriations foncières au Burundi. À la présentation, Émile Niwasumba. Au cœur de la société.
Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Une mauvaise organisation des expropriations foncières est l'un des obstacles du développement. Selon les experts dans le domaine des terres et d'autres biens, les pertes peuvent être subies et par le gouvernement et par la population. Le mini-magazine au cœur de la société de ce 4 juin 2022 revient sur l'atelier d'échange récemment organisé à l'Université du Burundi. Vous êtes avec Emile Nibasumba, bienvenue. Le développement économique et la gouvernance des expropriations foncières était le thème de l'atelier organisé mardi dans les enceintes de l'Université du Burundi. Dr Emery Nukuri, doyen de l'Institut d'administration et de cartographie foncière, était parmi les organisateurs de cet atelier. D'abord, on a vu qu'au niveau de la gouvernance, c'est que tous les terres de l'État ne sont pas d'abord tous connus sur le territoire national, ne sont pas bien délimités, que l'État n'a pas un titre de propriété. Ce qui fait que si l'État a un projet, au lieu d'utiliser son domaine foncier qu'il ne connaît pas tout, est tenté d'exproprier des gens, alors qu'il pouvait aussi utiliser son domaine foncier. Dans ce cas, nous demandons à l'État de pouvoir faire tout l'inventaire, délimitation et cadastrage de ces terres, ce qui lui permettra d'avoir une information sur les terres disponibles, sur leur utilisation et de réaliser le projet d'abord si c'est propriétaire. Ça, c'est la remarque de Jamy et de l'Institut d'administration et de cartographie foncière. De même, cette délimitation et cartographie des terres de l'État permettrait d'éviter que les individus s'approprient ces terres, ce qui occasionne une norme faire arrêt. Parce que si les gens s'approprient, l'État devra, s'il veut les utiliser, leur payer une indemnité d'expropriation. Ce qui est une perte du trésor public et de l'argent qu'il pourrait utiliser. De même, en matière d'expropriation, il serait bien que l'État planifie les expropriations à réaliser pendant l'année ou sur les 5 ans, au niveau communal, au niveau provincial ou national, ce qui lui permettra de prévoir un budget conséquent et de permettre un développement harmonieux. Parce que quand on fait une expropriation sans budget, le risque c'est d'abandonner le projet alors qu'on a déjà exproprié les gens. Ça permettra à l'État de suivre l'utilisation des terres expropriées, mais aussi la réalisation des projets. Le 24 mai dernier, une ordonnance ministérielle portant actualisation des tarifs d'indemnisation des terres, des cultures et des constructions en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique a été conjointement signée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et celui des Finances et du Budget en ce qui concerne l'indemnisation des terres au noyau du centre-ville de Bujumbura. Un mètre carré a été fixé à 400 000 francs burundais. Un mètre carré de terre dans les quartiers Kiriri, Rohero 1 et Rohero 2 a été fixé à 350 000 francs bou. Les quartiers Gatoke, Gweza, Kabondo, Zeimet, Kigobe Nord, Kigobe Sud, Kiyange, Mutanga Nord, Mutanga Sud et Sororezo, un mètre carré de terre équivaut à 300 000 francs burundais. La valeur d'un mètre carré est de 280 000 francs. Dans les quartiers Kinindo, Kinanira 2, Kinanira 3 et 4, Gasekebouye, Gihosha, Charama et Kabondo Ouest. Au niveau du quartier asiatique, le prix d'un mètre carré est de 250 000 francs. Au quartier industriel et les quartiers 9 et 10 d'Ongagara, le prix d'un mètre carré étant fixé à 220 000 francs. Dans les quartiers Bouiza, Bouyenzi, Jabé et Nyakaviga, le prix d'un mètre carré est fixé à 150 000 francs burundais. L'ordonnance ministérielle fixe d'autres prix dans différentes localités du pays. Dr Emery Nukuri a réagi à cette nouvelle ordonnance ministérielle. Et ici, nous remercions le gouvernement d'avoir actualisé les tarifs d'indemnisation, ce qui permet de protéger la population. Mais là aussi, ce sont des tarifs minimaux. Il faudra que l'État s'arrange pour que l'indemnisation soit juste et préalable, ce qui lui permettra éventuellement de relocaliser les personnes expropriées, mais aussi vraiment de contribuer au développement économique durable. Et ça lui permettra aussi d'éviter des pertes d'argent, notamment l'indemnisation des propriétaires en cas de l'administration et le financement de l'activité économique, dans le respect de la loi, dans le respect des institutions et dans le respect des plans d'aménagement du territoire. Mais certains Burundais estiment que ces tarifs sont toujours inférieurs au prix normal de leurs terres. Ils ne sont pas du tout adaptés au prix actuel du marché, déplore-t-il. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 4 juin 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au micro, c'était Emile Nibasumba.
Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Émile Niwasumba. Merci, mesdames et messieurs, de votre oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime Dushimagi. Bon week-end à tous.